Pour revenir à la question proprement dite, à savoir les différentes excitations que l'on voit au-delà du Burkina Faso, moi je voudrais simplement qu'on regarde, on fasse une cartographie, un portrait robot de tout cela qui s'excite. Faisons leur portrait robot, que ce soit des Burkinabés égarés aujourd'hui, en rupture de ban avec la nation parce qu'ils l'auront eux-mêmes choisi, ou que ce soit des non-burkinabés, lorsque vous regardez le portrait robot de tout cela aujourd'hui, non seulement qui s'était déjà prononcé pour dire qu'il n'y a pas de raison que le Togo extrade M. Damiba, et lorsque le Togo a extradé Damiba, sont dans une furie indescriptible. Cette fébrilité-là s'explique par le fait que ce sont des gens qui voulaient voir le Burkina, qui veulent voir le Burkina Faso à terre. Et pour eux, M. Damiba était un champion pour eux, grâce à qui le malheur allait frapper le Burkina Faso. Et ils en étaient très convaincus. Aujourd'hui, que leurs prières n'ont pas été exaucées, que Damiba a été extradé vers le Burkina Faso, ils sortent le grand jeu plutôt, pour une fois de plus dire que le Togo a enfreint aux règles. Mais citons quelques cas. Quand vous regardez aussi, la plupart de ces gens-là, comme je l'ai dit, c'est du côté de la Côte d'Ivoire. J'ai un profond respect pour le peuple ivoirien. Moi-même, j'y ai une partie là-bas. Mais quand vous regardez certains mercenaires qu'on recrute pour des médias qui n'ont pour ligne éditoriale que la haine contre les États de l'AES et précisément contre le Burkina Faso, qui viennent déverser des insanités, comme si ce qui se passe aujourd'hui avec Damiba, c'était la première dans l'histoire de l'Afrique ou du monde, et même comme si cela était étranger à la Côte d'Ivoire elle-même. Lorsqu'il y a eu la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2011 et que M. Laurent Gbagbo a été délogé du pouvoir et M. Alassane Ouattara installé au pouvoir, ceux qu'on appelle les pro-Gbagbo se sont retrouvés dans des pays voisins. Et entre ces pays et la Côte d'Ivoire, il y a les mêmes textes que ces chroniqueurs ou ces mercenaires-là récitent aujourd'hui. Mais ça n'a pas empêché que Blaise Goudé Charles ait été extradé du Ghana vers la Côte d'Ivoire, en violation justement des mêmes textes dont il parle. Ça n'a pas empêché que Lida Kwasi Moïse, alors ministre de la Défense sous Laurent Gbagbo, ait été extradé du Togo vers la Côte d'Ivoire. Et le ministre Ahmed Koulibaly, paix à son âme, en son temps avait dit qu'il y a certes des textes qui existent entre le Togo et la Côte d'Ivoire et qui permettent justement à Lida Kwasi Moïse d'être au Togo. Mais il y a aussi les mêmes textes enjoignent à celui qui est reçu au Togo d'observer le devoir de réserve. Ce que Lida Kwasi Moïse n'a pas fait, ce sont les propos de Ahmed Koulibaly. Et donc c'était normal qu'il ait été extradé en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils peuvent nous dire aujourd'hui que M. Damiba au Togo a observé le devoir de réserve? Pire, ce n'est pas seulement qu'il a enfreint au devoir de réserve, il a même un projet de déstabilisation contre son pays. Et vous vous dites que le Togo ne doit pas l'extrader. Je crois que le Togo est un État responsable et le Togo n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Le dernier exemple, c'est celui du journaliste béninois, M. Komlan, qui quitte le Bénin, qui est au Togo en tant que réfugié et qui a été invité par le ministère, je crois, de la communication en Côte d'Ivoire. C'est tout un ministère qui l'a invité en Côte d'Ivoire pour un panel. Et le ministre porte-parole du gouvernement parle d'environ 47 invités lors de cette activité-là. Et il va en Côte d'Ivoire à partir du Togo. Il est arrêté en Côte d'Ivoire, extradé vers le Bénin en violation flagrante de son statut de réfugié au Togo. Quand on pose la question au ministre porte-parole du gouvernement ivoirien, il dit que lorsqu'ils l'ont arrêté, et ils n'ont pas cherché à savoir s'il était réfugié au Togo. Vous voyez comment c'est grave au sommet de l'État? C'est-à-dire qu'on peut simplement te prendre comme un poulet sans propriétaire et puis on t'envoie, on te fait du poulet braisé et on mange. Et ce n'est pas le seul exemple. On voit le cas du député malien
qui est en transit en Côte d'Ivoire pour une destination, il est arrêté à l'aéroport, gardé pendant plusieurs mois, on vient de le juger et il est condamné à 5 ans de prison ferme. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de leçons à recevoir de ces mange-mille qui, comme je l'ai dit, débit des insanités sur des médias, encore une fois, dont la seule ligne éditoriale, c'est la haine contre le Burkina Faso. Alors, Imhotep Bayala, avant de poursuivre, quelle est votre lecture de cette extradition-là? Est-ce qu'il était plus que temps? Oui, je pense qu'on ne pouvait pas attendre mieux que ça pour introduire l'année 2026. C'est le meilleur cadeau que Dieu et les mains de nos ancêtres nous offrent. Vous savez, à l'entame de chaque année, il faut quand même l'entamer avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'espoir, et je pense que c'est ce que la nature a voulu. Le peuple burkinabé a entamé un virage porteur de beaucoup d'espoir, porteur de lumière et de dignité, si nous n'avons pas déjà été hissés au plus haut sommet de la dignité internationale quand on se remémore cette marche historique du 30 avril, et on voit comment la communauté internationale, la communauté noire dans le monde, et y compris dans les pays qui sont en mauvaise langue avec les pays de l'AES, quand vous voyez la quantité de ces Français qui ont marché à Paris, de ces Anglais, de ces Suisses, de ces Américains, ces gens qui ont marché au Japon pour demander à ce qu'il soit préservé, le héros, le messie noir, le camarade président Ibrahim Traoré, je pense qu'on ne pouvait pas aujourd'hui ramener tout cela à quelque chose de très banal. Ce monde entier, en regardant ce virage, et quand il le met en parallèle avec les tentatives d'élimination, ce n'est plus caché, c'est assumé. Les aveux ont longuement dit sur le sujet. Ce n'est pas un coup d'État banal, mais c'est le coup d'État qui est un moyen d'atteindre d'autres finalités qui sont ceux de tuer. Et de tuer à grande échelle, de provoquer un massacre généralisé de ce qui est considéré comme un symbole d'espoir et de renaissance. Le président, camarade président Ibrahim Traoré, est renvoyé à l'image de la résurrection ou de la réincarnation de Thomas Sankara, et l'Afrique et le monde entier sait oh combien ce patrimoine universel mondial qu'est devenu Thomas Sankara coûte à l'humanité tout entière en tant que perte. Est-ce que nous allons permettre que la même tragédie se reproduise pour son fils spirituel politique qui aujourd'hui fait dans une diversité d'actions? La première, c'est la reconquête du territoire. La deuxième, c'est les actions de développement. Et quand vous voyez aujourd'hui des reportages qui montrent qu'après un lancement d'une autoroute, des travaux sont intensement en cours, de nuit comme de jour, vous voyez des usines s'ouvrir et vous faites le parallèle entre les chômeurs qui existaient et la quantité absorbée par ces nouvelles initiatives, est-ce que le peuple burkinabé devait aspirer à autre chose qu'à un arrêt brutal, ici et maintenant, de tous ceux qui attendent à sa stabilité, à ses espoirs? Parce que si on ne fait pas un lien entre l'espoir qui reprend forme, entre ces grands chantiers de développement en cours, entre ces sillons visionnaires qui sont élaborés, on ne peut pas suffisamment comprendre pourquoi le peuple burkinabé en veut autant à Damiba, le champion d'une déstabilisation dont il est un ouvrier dans le sérail. Le commanditaire principal n'est pas Damiba, il est un outil. Et je dirais, moi je dis que dans la chaîne des acteurs, il est le coordonnateur des ouvriers, putschistes. Et lui, il a ses gens tout au-dessus. Pour moi, c'est tout à fait une victoire d'étape, mais qui n'est pas la fin de l'histoire des projets de déstabilisation à venir. C'est certainement pour nous dire que nous avons une grande victoire, mais gardons cette victoire comme un moyen pour grandir notre vigilance, grandir notre attention et saluer notre renseignement national, toutes les forces de sécurité et de défense, mais aussi le renseignement populaire par les populations qui ont permis d'atteindre ce niveau. Je pense que ça a été quelque part un grand choc pour le peuple burkinabé le 3 janvier de constater une fois de plus que Damiba ne renonce pas à son sport favori qui est la déstabilisation. Et presque dans tous les projets, vous l'avez dit dans votre introduction,
il ne peut être identifié un acte de déstabilisation, d'attentat à la sûreté de l'État, avec un couronnement, une sorte de cerise qui consiste à tuer le chef de l'État comme acte principal, où le nom de Damiba n'est pas fidèlement cité. Et est-ce que ce qui se préparait le 3 janvier, s'il venait à être exécuté, une date historique liée à la dignité que Damiba voulait relier à l'indignité, liée à l'honneur que Damiba voulait rattacher au déshonneur, le 3 janvier, c'est le sang, la sueur de notre peuple qui a vomi les mêmes pratiques que Damiba a mises en œuvre sous son règne et qu'il veut ramener encore comme chef d'État. Ce que nous pouvons retenir, c'est que Damiba avait un rêve lui-même. Ce n'était pas uniquement le peuple burkinabé qui voulait que Damiba revienne dans son pays. Il a lui-même dit lors d'une émission avec Alain Foucault que l'un de ses plus grands rêves, c'était de revenir dans son pays. Enfin, il est revenu, pas comme président, mais comme prisonnier.